George Sand. Conte d'une grand-mère. La reine Coax. À Mademoiselle Aurore Sand. Puisqu'à présent tu sais lire, ma chérie, je t'écris les contes que je te disais pour t'instruire un tout petit peu en t'amusant le plus possible. Tu apprends ainsi des mots, des choses qui sont nouvelles pour toi. Je me décide à publier un de ces contes pour que d'autres enfants puissent en profiter aussi. Leurs parents ne m'en sauront point mauvais gré. Ta grand-mère. Il y avait dans un grand vieux château en Normandie ou en Picardie, je ne me souviens pas bien, une grande vieille dame qui possédait beaucoup de terres, qui était très bonne et très sensée malgré son grand âge. Autour du château, il y avait de grandes douves ou fossés, remplis de joncs, de nénuphars, de souchets, et de 1000 autres plantes fort belles qui venaient toutes seules, et où vivaient une quantité de grenouilles, quelques-unes si vieilles et si grosses qu'on s'étonnait de leur belle taille et de leur voix forte. La châtelaine, qui s'appelait dame Yolande, était si habituée à leur tapage qu'elle n'en dormait pas moins bien, et personne autour d'elle n'en était incommodé. Mais il arriva une grande sécheresse. L'eau manqua dans les fossés, les roseaux et les autres plantes périrent. Beaucoup de grenouilles, de salamandres, de lézards d'eau et autres petites bêtes qui vivaient dans ces herbes moururent, et furent cause que la boue fut comme empoisonnée, répandit une vilaine odeur de marécage, et fit venir la fièvre dans le château et dans les environs. Cette fièvre était très mauvaise, plusieurs personnes en moururent, et madame Yolande, ainsi que presque tous ceux qui demeuraient avec elle, tombèrent malades. Madame Yolande avait des enfants établis dans d'autres pays. Il n'était resté auprès d'elle qu'une de ses petites filles nommée Marguerite. C'était une enfant de 15 ans, très avisée, très courageuse et très obligeante, qui se faisait aimer de tout le monde, encore qu'elle ne fût point du tout jolie. Elle était très petite, très agile de son corps et assez gracieuse, mais elle avait le nez trop court, les yeux trop ronds, la bouche trop grande. Madame Yolande, qui avait été belle en son temps, disait parfois « Quel dommage qu'une enfant si aimable et si intelligente ait la figure d'une petite grenouille !» Est-ce à cause de cette ressemblance que Marguerite aimait les grenouilles et qu'elle les plaignait en voyant mourir de faim et de soif dans les fossés desséchés? Malgré sa pitié pour ces innocentes bêtes, elle fit un jour une réflexion. C'est que si les fossés étaient entièrement taris et cultivés en jardin, il y aurait là de beaux fruits abrités de la gelée et que le terrain assaini ne donnerait plus de mauvais air et de fièvre aux gens du château et des environs. Elle soigna si bien sa grand-mère et ses vieux serviteurs qu'elle vint à bout de les guérir, et quand l'hiver fut venu, elle dit à madame Yolande, à qui déjà elle avait parlé de son idée. « Grand-mère, voici les fossés tout à fait sans eau. La gelée a détruit toutes les bêtes et toutes les herbes. N'attendons pas le premier printemps, qui est la saison des pluies, et qui fera repousser et revivre tout ce marécage. Appelons des ouvriers, faisons enlever tous ces débris et creuser des rigoles par où l'eau s'écoulera au dehors. Nous ferons apporter de la bonne terre, nous sablerons des allées, nous sèmerons et planterons, et l'an prochain, nous n'aurons plus de maladies. » Fais comme tu veux, Margot, répondit madame Yolande. Tu es fille de bon conseil. Je te donne permission de commander à tous les ouvriers. Mademoiselle Margot se dépêcha d'ordonner tout. Au bout de 15 jours, les grands fossés furent nettoyés. On mit le feu aux mauvaises herbes desséchées et pourries, on dessina de beaux parterres, on sabla de belles allées, et au mois de mars, on planta des espaliers le long des murs, des arbustes précieux dans les carrés, des fleurs dans les plates-bandes. Au mois de mai, tout était feuilles et fleurs dans ces fossés si malsains et si dangereux. Dans chaque compartiment de ces parterres, on avait creusé des bassins revêtus de marbre
où l'eau de pluie était recueillie et restait belle et claire, avec de jolis poissons rouges comme du feu et de beaux cygnes blancs comme la neige. Marguerite fit faire de belles cabanes peintes en vert, où elle logea ses cygnes et ses paons. Les chardonnerets et les pinsons vinrent faire leur nid dans les arbres. Elle se plaisait tant dans ces nouveaux jardins bien abrités de la grande chaleur et du grand froid, qu'elle y passait sa vie, et madame Yolande y descendait de temps en temps par un escalier que sa petite fille y avait fait faire bien doux à son intention. Un jour que Marguerite lui demandait si elle était contente, car l'été était revenu et personne n'était malade. « Certainement, je suis contente de toi, » répondit la vieille dame, « et je reconnais que tu nous as rendu un grand service. Pourtant, il faut que je t'avoue une chose, c'est que malgré moi je regrette, non pas le vilain marécage dont tu nous as délivrés, mais le temps de ma jeunesse où les eaux étaient abondantes et claires. Je ne connais rien de beau comme une demeure seigneuriale entourée de ses douves bien pleines. À présent notre château a l'air d'une maison bourgeoise, et je suis sûre que les dames des environs se moquent de nous et se demandent, en voyant tes plantations, si nous sommes des jardinières et si nous comptons envoyer nos pommes au marché. » Marguerite fut si mortifiée des paroles de sa grand-mère qu'elle baissa la tête en rougissant. Madame Yolande la baisa au front en lui disant pour la consoler: « À présent la chose est faite et elle est avantageuse. Il faut savoir préférer l'utile à l'agréable. Nous mangerons des pommes et nous laisserons jaser. Continue à soigner ton jardin et sois sûre que je t'approuve. » Marguerite, restée seule, devint toute pensive. Elle n'avait jamais vu les douves pleines et limpides. Peut-être ne l'avait-elle jamais été autant que se l'imaginait sa grand-mère, mais Marguerite se souvenait de les avoir vues toutes vertes de lentilles d'eau, comme un tapis de soie finement broché, avec de grands massifs de roseaux énormes surmontés de leurs thyrses de velours brun. Elle se rappelait les butomes avec leurs gros bouquets de petites roses blanches et rousses, les renoncules d'eau avec leurs 1000 fleurettes d'argent mat, et les alismas nageants et les véroniques d'eau bleu azur, et toutes ces petites merveilles de mousse fontinale qu'elle avait roulées en nid dans ses jeux, les longues scolopendres dont elle s'était fait des ceintures, les fougères élégantes dont elle s'était fait des aigrettes. Et alors, elle se sentit prise d'un regret singulier et trouva son beau jardin triste et laid. « J'ai détruit, se dit-elle, une chose qui me plaisait et que ma grand-mère regrette, une chose qui avait été belle et qui le serait peut-être redevenue cette année, aux pluies d'automne. » Elle regarda ses bassins de marbre, ses poissons rouges et ses cygnes et se prit à pleurer, se persuadant que tout cela ne valait pas les grosses grenouilles, les salamandres, les lézards d'eau et les 1000 bestioles qui s'ébattaient autrefois dans la mousse et dans la vase. Elle fixa ses yeux pleins de larmes sur l'eau limpide qui s'échappait pour aller porter au dehors, par une rigole bien propre, le trop-plein des bassins, et elle suivit machinalement cette petite eau courante devenue libre dans la campagne. C'était un gentil ruisseau qui se perdait dans une grande prairie, et Marguerite marcha dans l'herbe humide vers la rivière où cette eau se glissait sans bruit et cachée dans le gazon. Elle arriva ainsi à un endroit où ces écoulements devenus libres avaient formé au bord de la rivière un marécage assez étendu qui n'y était pas autrefois. La rivière n'était pas grande, des arbres abattus par l'orage gênaient son cours en cet endroit-là, et ce qu'elle recevait de la prairie ne pouvait aller plus loin sans effort. Alors les grands roseaux qui se dressaient autrefois dans les douves avaient repoussé follement avec leurs compagnons les butomes, les alismas, les souchets, les iris, les renoncules blanches et les véroniques bleues, et autour de toute cette végétation, des myriades d'insectes se livraient à leur jeu. Les grandes et petites demoiselles, friganes, agrillons et libellules rouges corail, bleues, vertes, diamantées,
les perlides légères, les éphémères transparentes ou mouchetées de noir, les ravissantes émérobes, à la robe diaphane lustrée de rose et lamée d'émeraude, se groupaient, se dispersaient ou se poursuivaient à travers le feuillage élégant de la royale fougère Osmunda. Dans les tiges de cette petite forêt vierge fourmillait un monde de coléoptères vêtus de bronze doré, ardoisés ou comme rougis au feu, d'Onassis et Girins, peuple terrestre qui semble avoir emprunté son éclat aux métaux, comme le peuple aérien des papillons semble emprunter le sien aux fleurs, et le peuple des névroptères aux rayons solaires. Vêtus de couleurs plus sombres, les lourds ditiques nageaient avec une surprenante agilité dans l'eau, que des nuages de diptères, tipus, les cousins effleuraient comme une poussière d'or. Marguerite se rappela le temps où elle prenait plaisir à regarder les jeux de tous ces petits êtres et à voir nager les grenouilles. Mais elle eut beau chercher, elle vit de tout dans cette eau, excepté une grenouille, grande ou petite. Est-ce qu'il n'y aurait plus une seule grenouille sur la terre ? Se demanda-t-elle. Et serais-je cause que ces pauvres bêtes n'existent plus ? Le soleil s'était enfoncé dans un gros nuage violet qui rampait sur l'horizon, lorsque tout d'un coup il se dégagea et lança sur la prairie un rayon rouge si éclatant que Marguerite fut forcée un instant de fermer les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, elle se vit, non pas au bord du marécage, mais tout au beau milieu, sur un îlot de branches et de racines, avec de l'eau tout autour d'elle, de l'eau qui paraissait profonde et claire, et où sautillaient des milliers d'étincelles. Elle ne se demanda pas comment elle était venue là sans se mouiller, et comment elle en sortirait sans se noyer. Le rayon de soleil était si beau que tout semblait très beau dans le marécage. L'eau était comme de l'or en fusion. Les roseaux semblaient des palmiers couverts de fruits d'émeraude et de rubis, et d'un vieux saule qui se penchait sur le rivage tombaient en pluie des insectes d'azur à ventre d'argent qui se hâtaient de sucer les fleurs lilas des eupatoires. Alors Marguerite entendit comme un chant faible et confus sous les eaux. Ce chant monta bientôt dans les herbes et murmura de petits mots incompréhensibles. Peu à peu, les voix s'élevèrent et les paroles devinrent distinctes. Marguerite entendit son nom 1000 fois répété par des millions de petites voix. Margot, 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 Margot. Elle ne put s'empêcher de leur répondre. Qu'est-ce qu'il y a ? Que me voulez-vous ? Alors toutes les bestioles, lézards, salamandres, araignées d'eau, notonectes, alcyons, libellules, se mirent à parler tous ensemble sans cesser de gambader, de glisser, de plonger, de voler et de danser follement, répétant « Margot, Margot » sur tous les tons, au point que Marguerite en fut assourdie. « Voyons, dit-elle en se bouchant les oreilles, si vous voulez parler, ne parlez qu'un à la fois, et faites comprendre ce que vous me demandez. » Alors se fit un grand silence. Toutes les bêtes cessèrent de remuer, le soleil se voila de nouveau, et les roseaux s'écartant comme si ce fût sous les pas d'une personne, Marguerite vit apparaître en face d'elle une superbe grenouille verte tigrée de noir, mais si grosse qu'elle n'en avait jamais vu de pareille et qu'elle en eut peur. « Ne crains rien, si tu as de bonnes intentions, » lui dit la grenouille d'une voix qui résonnait comme un battoir. « Sache que si tu es une petite demoiselle assez puissante sur cette terre, je suis dans ces eaux et dans ces herbes une grande reine omnipotente, la reine Coax. Je te connais fort bien. J'ai longtemps demeuré sous ta fenêtre, dans les fossés de ton vieux manoir. Dans ce temps-là, je commandais à un grand peuple dont j'étais la mère, et nous t'aimions parce que tu nous aimais. Nous avions remarqué ta ressemblance avec nous, et nous te considérions comme une de nos sœurs.
Tu venais chaque jour nous regarder, et nos mouvements gracieux te charmaient, en même temps que notre voix mélodieuse dissipait tes ennuis. Tu ne nous as jamais fait de mal, aussi ne t'ai-je point accusé des malheurs de mon peuple. La sécheresse l'a détruit, hélas. Seul j'ai survécu au désastre, seul j'ai suivi les quelques gouttes d'eau qui fuyaient à travers ce pré. Je m'y suis établi, en attendant qu'un nouveau mariage me permette d'avoir une nouvelle famille. Écoute donc bien mes paroles. N'aie jamais l'idée de dessécher mon nouvel empire comme tu as desséché les douves de ton manoir, où j'avais daigné établir ma résidence. Sache que si tu en faisais autant de ce pré, il t'arriverait de grands malheurs ainsi qu'à ta famille. Vous vous moquez, madame, répliqua Margot avec assurance. Je vois bien que vous êtes fée et que vous devez savoir que jamais je n'ai eu l'intention de vous faire de la peine, même s'il dépend de moi de vous rendre quelque service, j'y suis très disposée, car je vois votre chagrin et je n'ai point un mauvais cœur. Eh bien, ma belle enfant, dit la grenouille, je vais t'ouvrir le mien et te confier mes peines. Suis-moi dans mon palais de cristal, tu apprendras des choses merveilleuses que nulle oreille humaine n'a jamais entendues.